L'animation, c'est pas si évident à expliquer ou à définir. En réalité, elle existe sous tellement de formes que je pense pas qu'on puisse y donner une seule définition. Et si on s'y tient à son étymologie, enfin en tout cas à ce qui est dit quand on cherche sur internet, animer serait le fait de mettre quelque chose en mouvement. Mais l'animation telle qu'elle existe dans le cinéma d'animation, ce n'est pas que ça. Comme je l'ai dit, décrire l'animation c'est très complexe et donc pour réellement comprendre de quoi il s'agit, il faudrait remonter dans le temps et observer les pseudo-premières animations telles que ça. Here he could almost create the illusion of reality. Ça aussi. Ou encore ça. Alors oui, c'est pas super beau, mais pour l'époque c'était déjà incroyable. Et pour les intéressés, je reviendrai en détail sur tout ça dans une prochaine vidéo qui sera dédiée spécialement parce qu'on va pas se le cacher, il s'est passé énormément de choses durant les débuts de l'animation et c'est un petit bordel, ça prendrait beaucoup trop de temps. Comme je suis gentil et formidable pour cette vidéo, je vais plutôt me consacrer sur l'animation telle qu'elle est de nos jours afin que ça soit plus facile à comprendre. Du coup, on va essayer de décortiquer l'animation de manière assez grossière et généraliste. Je voulais aussi préciser que non, je ne vais pas parler spécifiquement de l'animation au Japon parce que je vois venir en commentaire déjà en parler. Je vais plutôt me consacrer sur l'animation dans le monde, voire même plutôt en Europe et en France parce que je suis étudiant en animation en France et même si le Japon m'intéresse énormément, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, ni en Allemagne, ni au Pérou. Et d'ailleurs, ne sous-estimez pas l'animation péruvienne. Je vous jure qu'en faisant quelques recherches, je suis tombé sur des animations péruviennes, mais qui franchement sont des pépites. Parce que quand on pense animation, on pense forcément Amérique, France, mais il y a des pays qui font des animations quand même assez spéciales. Enfin, bref, les techniques et méthodes utilisées varient selon les pays, mais aussi les studios. Du coup, on va quand même plutôt se baser sur la France. Tout d'abord, il faut savoir que dans le cinéma d'animation, il existe différentes formes d'animation. La 2D animation, souvent aussi appelée animation traditionnelle, c'est certainement la forme d'animation que tu connais le plus. Quand tu penses à un dessin animé, généralement c'est un dessin animé 2D, comme les premiers Disney tels que Le Roi Lion, Mulan, Hercule, Aladdin, etc. L'animation 2D consiste tout simplement à superposer différents dessins légèrement décalés afin de créer un mouvement une fois qu'ils seront mis les uns à la suite des autres. Par exemple, si j'ai envie de faire un personnage qui marche, je peux décomposer le mouvement en 8 images, alors il y en a qui le font en 6, d'autres en 12, d'autres en moins ou plus. Personnellement, j'ai appris à faire ça en 8, du coup je le fais en 8. On va ensuite les superposer, je fais play et voilà on obtient une belle marche. Le secret c'est que ton œil va lui-même faire le lien entre chaque image et donner une impression de mouvement. À l'époque, on utilisait des feuilles d'animation qui en réalité sont des feuilles normales mais plutôt assez fines pour qu'on puisse voir à travers. Elles étaient reliées entre elles à l'aide d'une PEG bar que l'on posait sur des tables lumineuses et du coup à l'aide des tables lumineuses on pouvait voir le dessin précédent lorsque l'on dessinait le suivant. Et ça c'est très pratique de voir le dessin d'avant parce que imagine que je me trompe et que je dessine un premier mouvement totalement à gauche de ma feuille et celui d'après totalement à droite, on peut plus vraiment parler de mouvement. Mais là, plutôt de téléportation. Et à part si tu veux faire du Dragon Ball, c'est pas toujours ce que l'on veut. Après, il suffisait de scanner tes différents mouvements ou de les prendre en photo et les superposer. Que ça soit pour le décor ou pour les personnages, on dessinait tout sur différentes feuilles qui ensuite étaient superposées et on pouvait ainsi obtenir notre scène complète. On remarquera aussi que généralement dans les animations 2D, les décors sont fixes et seulement certains personnages ou objets sont en mouvement. Récemment, et merci la science pour cela, une invention plutôt incroyable a été créée et a révolutionné les méthodes et techniques d'animation. Je vous laisse 3 secondes pour la deviner. Et oui, c'est bien l'ordinateur. Et dans le milieu professionnel, on utilise des tablettes graphiques, voire même des tablettes graphiques avec retour écran comme les Cintiq. Et c'est vraiment un gain de temps. Bien que certaines personnes se la jouent un peu old school, disant que l'on perd un certain charme avec le numérique, ça me rappelle même un de mes professeurs de character design, en réalité c'est pas tout à fait vrai, car il y a énormément de brushes et d'outils qui permettent de donner la forme que l'on veut à nos traits, bien que parfois on ne voit pas tout à fait la différence entre le dessin papier et le numérique. Mais dans tous les cas, le dessin sur papier est toujours utilisé. Généralement, avant de passer à un dessin digital, il y a toujours une phase de recherche sur papier.
Prenons par exemple le film Lilo et Stitch de Disney. Il suffit de chercher sur internet Lilo et Stitch model sheet et hop, on retrouve pas mal de recherches sur papier des character design des personnages. On ne peut donc pas dire que le dessin sur papier est fini, et loin de là. Même avec l'ordinateur, il reste quand même pas mal d'animateurs qui préfèrent le dessin sur papier. Je pense que vous l'avez compris, l'animation 2D c'est plat, parce qu'une feuille de papier c'est tout plat, on voit uniquement une seule face du dessin. L'animation 3D, contrairement à la 2D, c'est en volume. Comme le nom l'indique, c'est en 3 dimensions. C'est un peu comme des marionnettes. C'est-à-dire qu'on va chercher à créer un objet, on va le modéliser et ensuite il sera en volume. On peut donc tourner autour de l'objet comme s'il était devant nous dans la réalité. Après, je tiens quand même à préciser que ce n'est pas parce que l'animation 2D est plate que l'on ne peut pas y ressentir du volume. Les japonais par exemple sont très forts pour cela. Je pense notamment à Toshiyuki Inoue, un animateur très doué qui a fait ses preuves dans Ghost in the Shell, à Miyuki et plein d'autres. On a aussi Takeshi Toike que j'ai découvert avec Afro Samurai mais qui en réalité est surtout célèbre pour avoir fait Redline. Ou encore Norio Matsumoto qui est derrière toutes les magnifiques scènes de combat dans Naruto. Et là, me faites pas dire que vous ne voyez pas de profondeur à l'image, ça serait vraiment de la mauvaise foi. L'animation 3D, c'est sûrement une des plus grandes révolutions dans le cinéma d'animation. Et le meilleur exemple pour illustrer cela, c'est Toy Story de Pixar, le premier long métrage créé entièrement à partir d'animation par ordinateur. Avec un budget de seulement 30 millions de dollars, il a fait une recette d'environ 360 millions de dollars dans le monde entier. Et si on compare avec Pocahontas de Disney sorti la même année, en 95, avec un budget de 55 millions, ils ont fait une recette de 350 millions. On peut donc remarquer que la 3D a su directement se faire une grande place dans le commerce de l'animation. Et bravo à Pixar d'avoir pu remarquer le potentiel de l'image de synthèse, parce qu'il s'agit du premier studio d'animation à produire uniquement des films en images tridimensionnelles de synthèse, et de nos jours lorsque l'on parle de cinéma d'animation, le plus souvent on pense bien sûr à Pixar et Disney. Ce qui différencie une image en 3 dimensions d'une image en 2 dimensions, c'est que la 3D est définie sur 3 axes, X, Y et Z, la longueur, la hauteur et la profondeur. Ne t'inquiète pas, c'est pas si compliqué. Alors pour ceux qui ont fait un peu de sciences au lycée, vous devez sûrement comprendre de quoi je parle, mais pour les autres, je vais quand même expliquer de quoi il s'agit. Comme vous pouvez le voir à l'écran, avec l'axe X, je peux déplacer un objet de droite à gauche. Sur l'axe Y, je peux monter et descendre un objet. Cependant, si je reste uniquement sur ces 2 axes, bah c'est plat, il n'y a pas de profondeur. Et c'est là que l'axe Z a de l'importance, parce qu'il va permettre d'éloigner ou rapprocher un objet. Et à l'aide de ces 3 axes, on obtient du coup de la 3 dimensions. Et même nous, on vit dans un monde en 3 dimensions. Et les photos c'est pareil, c'est un support utilisant la 3D. Maintenant, je vais vous expliquer rapidement le processus de création d'une image en 3 dimensions pour le cinéma d'animation. Avant de créer une image de synthèse, il faut tout d'abord la dessiner, en faire une esquisse. Ensuite, après les esquisses faites, il y a 2 grandes étapes, la modélisation et le rendu. La modélisation consiste à représenter l'image en 3D. On utilise des formes polygonales comme le cube, la pyramide, le pavé, etc. Cette méthode s'appelle aussi le maillage. Pour cela, il existe plein de logiciels comme 3ds Max, Maya ou encore Blender qui est gratuit et que je recommande fortement à tous les débutants. C'est plutôt sympa pour débuter un peu la 3D. L'avantage de la modélisation avec les polygones, c'est que l'on peut modifier autant de fois que l'on veut le nombre d'arêtes ou de sommets. Et c'est pratique quand on crée une forme complexe comme un visage. Une fois le modeling fait, on passe au setup. En gros, on décrit les articulations et les actions des personnages. Et ça, c'est très important de le faire très tôt parce que certains mouvements sont interdits. Par exemple, et c'est un peu stupide dit comme ça, mais la tête de l'humain ne peut pas tourner à 360 degrés. Ensuite, on a le layout. Il s'agit juste de l'organisation du plateau virtuel, c'est-à-dire ce qui va apparaître à l'écran. On place les personnages et les éléments du décor dans un cadre qui sera filmé, ensuite par une caméra virtuelle. Après cela fait, on peut enfin débuter à animer nos éléments. L'animateur choisit une image de départ et une image de fin. Les deux sont appelées positions clés.
Et après, le logiciel réalise les positions intermédiaires pour créer le mouvement. C'est beaucoup utilisé car ça permet de gagner énormément de temps, mais si on veut réellement obtenir un mouvement réaliste, il vaut mieux réaliser nous-mêmes chaque position, même si ça prend beaucoup plus de temps. En réalité, à ce stade de l'animation, c'est pas réellement fini, parce que ça sera juste moche, vu qu'il n'y a pas encore eu de texture, de couleur, de lumière, etc. Du coup, les étapes d'après seront le texturing et le lightning, afin de rendre l'image plus professionnelle et naturelle. Enfin, la dernière étape s'agit du rendu. Une fois que tout est mis en place, l'ordinateur calcule tout, les textures, la lumière, l'animation, et transforme les données numériques en pixels. Alors je sais que tout ça peut paraître très complexe, mais en réalité c'est assez simple. D'abord tu crées un personnage en 3D, après tu étires des membres du personnage pour le faire bouger, et tu le filmes avec une caméra. Et là tu obtiens une animation 3D. Vous l'avez sûrement remarqué, mais l'animation 3D est tout de même plus utilisée de nos jours que l'animation 2D. Et c'est surtout pour une raison de coût de production. Même si l'étape de la création d'un objet 3D est beaucoup plus longue, l'avantage c'est qu'une fois que l'objet est créé, on peut le réutiliser sous tous ses angles. Et on n'a pas besoin de le redessiner à chaque fois que l'on veut changer l'angle comme en 2D. Et qui c'est qui s'occupe de redessiner à chaque fois le dessin? C'est monsieur l'animateur. Au final on gagne plus de temps et donc de l'argent. Concernant la 3D, il existe beaucoup d'autres méthodes comme la captation ou le scan 3D, mais je vais laisser les plus curieux d'entre vous chercher par eux-mêmes, parce qu'en dehors de la 3D, il y a encore d'autres méthodes d'animation et j'aimerais éviter de trop rentrer dans les détails. Juste avant de passer à la rotoscopie, qui est une autre méthode d'animation, je voulais vous faire part d'un sondage que j'ai lancé sur Twitter. J'ai demandé si de manière générale, les gens préféraient la 2D animation ou la 3D animation. Alors j'ai pas le caché, je me doutais du résultat. Surtout que les exemples que j'ai cités n'étaient sûrement pas les meilleurs possibles. J'aurais dû à la limite placer Toy Story pour la 3D, mais dans les faits, la 2D animation domine quand même largement la 3D. En tout cas en termes de préférence en cinéma d'animation. Et d'ailleurs un petit merci à Aniki pour le partage, sinon j'aurais jamais eu autant de réponses. Alors déjà mettons les choses au clair, la rotoscopie ce n'est pas de la triche, parce que je sais qu'il y en a plein qui vont le dire. Alors en effet, dans les études d'animation et même dans pas mal d'entreprises, la rotoscopie est assez mal vue. Mais ça reste une méthode d'animation qui est très utile et graphiquement peut avoir un intérêt visuel, et on peut même le mélanger à la 2D animation. C'est une technique d'animation qui consiste à filmer des choses réelles, puis dans un deuxième temps de redessiner chacune des images. C'est un peu comme une sorte de calcage de la réalité. Du coup parfois on obtient des mouvements trop proches de la réalité qui ne conviennent pas à tous les styles d'animation. C'est souvent utilisé pour réussir à capter des mouvements assez complexes. Ça veut pas dire qu'on va redessiner à la perfection chacune des images, sinon autant rester sur un film plutôt qu'un film d'animation. Par exemple, Fard est un bon exemple de film d'animation en rotoscopie. Il est court et disponible sur YouTube. Je vous conseille d'aller y jeter un œil à la fin de la vidéo, le lien sera en description. La stop motion. Alors déjà à titre personnel c'est le style d'animation qui me plaît le moins, mais ça n'empêche pas qu'il existe des animations stop motion que je trouve très intéressantes, comme Ma vie de courgette, un film français sorti en 2016 qui a très bien marché, ou encore Les noces funèbres ainsi que L'étrange Noël de Monsieur Jack et plein d'autres. La technique de stop motion consiste à animer des personnages ou des objets en 3 dimensions physiquement, comme si ces objets bougeaient tout seuls. Ça va donc consister à prendre en photo image par image un objet qui sera légèrement décalé afin de donner une impression de mouvement, un peu comme toutes sortes d'animations. Ce que je trouve n'empêche super intéressant et même une prouesse artistique très minutieuse dans le domaine de la stop motion, ce sont les décors des animations qui sont vraiment réalisés manuellement dans les moindres détails. Et les films en stop motion avec des plus gros budgets peuvent même être mélangés à des fonds verts ainsi que des effets spéciaux, et même de la modélisation 3D, ce qui peuvent rendre le projet encore plus beau et réaliste qu'ils ne le sont déjà. Je peux aussi vous conseiller une chaîne YouTube française spécialisée dans la stop motion qui fait du très beau travail, c'est Nicolas Carnol. Il arrive à faire de la stop motion avec n'importe quel matériau et souvent sur des musiques, ce qui rend le tout très dynamique. Le lien sera aussi en description. Il existe d'autres formes d'animation comme l'animation mécanique, le motion design, l'animatronics audio, mais en réalité ce sont plus ou moins des dérivés des 4 autres méthodes d'animation précédentes. Pour faire simple, les 4 principales méthodes d'animation utilisées pour le cinéma d'animation sont la 3D animation, la 2D animation, la rotoscopie et le stop motion. Et bien sûr, les 4 méthodes peuvent être mélangées dans un même projet. C'est le cas du film Spider-Man Into the Spider-Verse qui a su tirer parti du meilleur de ces 4 méthodes afin de créer un film d'animation visuellement intéressant et original.
Je pense que vous le savez déjà, mais dans la réalisation d'un film d'animation, beaucoup de métiers différents rentrent en jeu et non pas seulement celui d'animateur. Cependant, je suis quasiment sûr qu'il y en a beaucoup dont vous imaginez même pas l'existence. Chaque entreprise a sa propre manière de procéder, mais généralement la production d'un film d'animation est décomposée en 3 étapes. La pré-production, la production et la post-production. Et chacune de ces étapes sont indispensables à la création du projet. La pré-production comprend 3 étapes. L'écriture, donc le scénario, c'est là où tu vas écrire ton histoire et expliquer le déroulement de tout ce qui va se passer. Ensuite, il y a le développement visuel, c'est-à-dire l'élaboration des designs. C'est le moment où l'on cherche une direction artistique, on va commencer à réfléchir aux particularités des personnages, des décors, des couleurs, etc. Et enfin, le storyboard, qui est une première version ébauchée de tous les plans du film, sous forme de petites vignettes placées dans un ordre chronologique, un peu comme une BD. Le storyboard sera aussi souvent accompagné d'une animatique qui est une sorte de brouillon d'animation fait à partir du storyboard, histoire de voir si tout colle et si c'est crédible par rapport à l'histoire. Une fois la pré-production réalisée, on peut débuter la production du film. C'est là que l'animation va réellement commencer à prendre forme. Selon si le film est 2D ou 3D, soit les modélisations vont commencer à prendre forme, soit l'animation 2D par les animateurs. C'est là aussi que les layout artists vont entrer en jeu, en animant à l'aide des vignettes du storyboard. Au même moment se passera toutes les étapes de compositing, c'est-à-dire de mise en couleur, de lumière et texture des personnages et décors. Le travail de VFX peut débuter à la fin de la production comme au début de la post-production. Ça va être le moment de rajouter des effets spéciaux et lumières supplémentaires, afin de rendre le tout plus harmonieux. La production finie, le travail de post-production peut débuter. C'est souvent une étape prise à la légère, mais en réalité elle est très importante. C'est à ce moment que le montage du film va être fait. Il faudra bien sûr respecter le scénario et le storyboard lors de cette étape. Ensuite vient le mixage son, les voix, les bruitages et les musiques. Et beaucoup de personnes sont d'accord sur ce point, mais le son a une importance capitale dans l'image, car un son de mauvaise qualité peut vraiment nuire à tout le reste du film. C'est sûrement pour ça que j'ai acheté un bon micro pour cette vidéo. Il existe des compositeurs et designers son qui savent très bien mettre l'image à l'avant dans le cinéma d'animation, tout comme le fait Christophe Herral, un Français qui est connu en partie pour avoir fait des sons dans Rayman, mais il a aussi travaillé sur de nombreux projets d'animation comme Louise en hiver, où je trouve que les musiques de fond collent parfaitement à l'ambiance. Ou encore dans la série des extraordinaires voyages de Jules Verne. Après vous avez le droit de me juger, mais ce que j'ai préféré dans ses participations, et je pense que c'est surtout par nostalgie, c'est le générique de Debout les Zouzous qu'il a produit. Pour en revenir à la post-production, finalement une fois le film prêt, il faudra le commercialiser. Et c'est là que plein d'autres étapes vont venir s'ajouter. Vous devez préparer divers formats digitaux pour la distribution, c'est-à-dire envoyer le film là où les gens pourront le voir. Si vous mettez votre film en ligne, vous avez besoin d'un format différent de celui qui est nécessaire par exemple pour le diffuser à la télévision. Pour présenter votre travail, vous aurez besoin de quelques images du film, une photo des auteurs, un court synopsis de l'histoire du film, les informations techniques, etc. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a énormément de métiers nécessaires à la création d'un dessin animé. Actuellement à l'écran, vous pouvez en voir défiler un certain nombre, et comme vous pouvez le voir, la liste est très longue. Si vous êtes intéressé par le cinéma d'animation mais que par exemple vous vous dites « je sais pas dessiner du coup c'est mort » ou « je n'aime pas le numérique donc c'est impossible », bah c'est faux. Il y en a pour tous les goûts dans le cinéma d'animation. Il suffit de se renseigner sur chacun de ces différents métiers affichés à l'écran et il doit potentiellement en exister au moins un qui peut vous convenir. Laissez-moi vous parler de la place de l'animation française dans le monde, parce que bon, l'animation française c'est quand même le premier genre audiovisuel à l'export. C'est-à-dire que les pays étrangers adorent ce que l'on produit. La filière française d'animation est reconnue dans le monde entier pour sa créativité, et grâce à la qualité de sa production. Après on va pas se le cacher, il y a des animations françaises moins réussies que d'autres, voire assez mauvaises. Ouais, ça par exemple, ou encore ça. En vrai, il y a beaucoup d'animations ratées, mais c'est le cas partout. Il faut bien faire des erreurs pour mieux réussir ensuite. Mais bon, on a le joker de la créativité, et comme dirait mon cher ami Bob, imagination. En réalité, c'est plutôt un cliché, et pas toujours vrai, mais autant en profiter. Peu de gens s'en rendent compte, mais l'animation française est vraiment partout. Il y a beaucoup de dessins animés à la télé ou au cinéma que l'on pense américains, mais qui en réalité sont français. Vous pouvez observer une liste à l'écran de plusieurs projets d'animation français, et je suis certain qu'il y en a quelques-uns que tu ne pensais même pas français. Le studio Xylam Animation est sûrement le studio d'animation français le plus connu. Pour vous donner une idée, ils ont produit Oggy les cafards, Les Zinzins de l'espace, Les Dalton, Famille Pirate et plein d'autres chefs-d'œuvre de l'animation française.
Je vais vous laisser sur une courte interview du directeur de ce studio, Marc de Pontavis, datant de 2018 et qui va vous faire comprendre l'importance de l'animation française dans le monde. Qu'est-ce que ça fait quand on est français, qu'on se dit, nous, avec notre cartoon nouveau, finalement, on arrive chez eux? C'est évidemment beaucoup de fierté, parce qu'on l'a fait à notre manière, parce qu'en fait, il faut jamais se tromper. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le marché américain, et il faut jamais essayer de faire aux États-Unis ce que les Américains font très bien. Donc, il faut venir avec nos armes à nous, et nos talents à nous, et donc on a formé les talents français dans cette grammaire de comédie particulière, mais ils ont inventé quelque chose de très nouveau, extraordinairement différent, très insolent avec les zinzins de l'espace. À l'époque, c'était France 3 appelait ça son poil à gratter, c'était assez inouï, et puis ça a fait le tour du monde. Et Oggy et les cafards, qui vient de fêter ses 20 ans. Ça fait 20 ans que Oggy et les cafards est diffusé. Il les porte bien, dites-moi. Il se porte bien, et ce qui est bluffant, c'est pas qu'il ait 20 ans, c'est qu'il n'ait jamais autant marché que maintenant. Oui, parce que ça marche aussi dans d'autres pays, en Inde notamment. D'abord, c'est diffusé dans 190 pays. Pour vous donner un petit peu, sur YouTube, Oggy, à lui tout seul, doit faire 1,5 milliard de vidéos vues par an. Voilà, donc c'est un monument à l'échelle mondiale. Il va faire des jaloux, vous savez. Et par exemple, en Inde, c'est un phénomène de société. Tous les enfants indiens connaissent Oggy et les cafards. Je n'ai pas encore donné de chiffres et je sais que les chiffres ça te parle. Du coup je vais te balancer quelques chiffres concernant le cinéma d'animation français. Déjà l'industrie française du cinéma d'animation, elle se situe au premier rang européen avec 40% de la production européenne. Et mondialement elle est classée 3ème derrière nos amis Jap et américains. Parce que eux ils sont dans l'anime game depuis longtemps et c'est compliqué de les détrôner. Les Français n'hésitent pas à mettre du budget derrière leur production. En 2017, les devis des séries animées ont représenté 269 millions d'euros, et c'est déjà pas mal. L'animation française crée aussi énormément d'emplois. Par exemple en 2016, 700 emplois ont été créés, et selon Pôle emploi, il va manquer près de 2500 personnes dans le secteur dans les 5 années à venir. Donc si t'es fan de l'animation, n'hésite pas à te lancer dans le domaine, parce qu'on manque pas mal de main d'œuvre. L'animation française, si elle marche aussi bien, c'est particulièrement grâce aux écoles formant à ces métiers. En France, on peut retrouver beaucoup d'écoles proposant des cursus d'animation 2D et 3D très bien classés mondialement. Pour vous citer les plus connus, on retrouve la fameuse école Gobelin qui a souvent été classée première mais qui actuellement est passée 2ème il me semble. D'ailleurs tu peux aussi retrouver les animations des étudiants sur YouTube, qui sont juste géniales. Les mecs de là-bas sont vraiment très forts. J'en avais aussi en tant que prof et croyez-moi que c'est vraiment des monstres. Ensuite on a Mopa classé 3ème, Rubica en 6ème place, Esma en 12ème, et plein d'autres ayant un classement assez élevé aussi comme Artefix, Émile Cole, La Poudrière, Lisa, Lensad, Georges Méliès, New Age, L'Atelier, l'MK, etc. Alors les classements varient selon les années et les catégories, mais c'est souvent plus ou moins proche. Beaucoup d'étudiants de ces écoles arrivent à trouver assez rapidement des gros jobs dans l'animation, et directement chez les plus grands. Prenons Gobelin comme exemple. Il y a régulièrement des personnes du monde entier qui viennent directement dans l'école afin de potentiellement recruter les élèves, et de les suivre durant leur formation. Et oui, des studios comme Pixar et DreamWorks viennent recruter des jeunes diplômés dans ces écoles. Alors le niveau de ces écoles sont très élevés, mais c'est principalement dû à la qualité de l'apprentissage. Le niveau au sein même des élèves est tout de même très compétitif. Il est pas rare de retrouver quelques élèves qui abandonnent au bout de quelques semaines, parce qu'ils n'arrivent tout simplement pas à suivre le rythme. Surtout que ces écoles ne sont pas données, car elles sont tous privées, à part certaines exceptions où l'on peut même passer par Parcoursup, mais là autant jouer à l'euro-million vu le peu de place comparé à la demande. Pour une année en cursus d'animation dans une école en France, les prix varient autour de 6 000 à 10 000 euros en moyenne, ne prenant bien sûr pas forcément en compte tous les matériels nécessaires à l'année. Puis les formations en animation 2D comme 3D sont généralement sur 5 ans. Alors concrètement, il s'agit d'un bachelor en 3 ans suivi d'un master en 2 ans, ce qui donne un total de 5 années. Imaginons que l'école coûte 8 000 euros. Cela veut dire qu'au final, il faudra payer un total de 40 000 euros. C'est le même prix qu'une Ford Mustang qui est considérée comme une voiture de luxe. Et ça, c'est sans compter sur le prix d'un logement si l'on doit déménager, ainsi que la nourriture et tout ce dont on a besoin si l'on vit seul. En prenant en compte le prix exorbitant de ces écoles, je me demande réellement si parfois il n'est pas préférable d'apprendre en freelance, c'est-à-dire seul à l'aide de tutoriels en ligne, voire de cours privés qui sera beaucoup moins cher. Du coup j'ai posé la question à certains étudiants en animation, je vous laisse écouter leurs réponses. Moi je pense que, tu vois, les écoles c'est un endroit où il y a plein de gens qui font de l'animation, qui font les mêmes trucs que toi. Quand t'es dans une école c'est trop bien parce que du coup il y a plein de gens autour de toi qui font la même chose et forcément c'est motivant. T'as envie de faire plus, t'as envie de bosser avec des gens, t'as envie de faire des projets, t'es là, tu fais plein de trucs. Je pense que vraiment si t'as envie de, genre d'être dans une sorte de communauté où tu bosses avec plein de gens et où tu fais tout le temps plein de trucs et où tu t'amuses quoi, bah c'est bien d'aller dans une école. Parce que sinon genre si tu veux juste faire des trucs tout seul, ça sert à rien d'aller dans une école à mon avis. Genre tu peux tout faire chez toi, tu peux apprendre sur
internet. Parce qu'en soi, si c'est juste de la technique que tu vas apprendre, t'as pas besoin d'aller dans une école. Peut-être que le fait de pas aller dans une école, du coup, ça fait que t'as moins de chances de rencontrer des gens vraiment professionnels et tout. T'as moins de chances de faire des stages dans des studios, etc. parce que c'est plus compliqué. Alors, personnellement, je pense pas du tout que les écoles méritent ce prix, même si on prend en compte le fait que les professeurs sont souvent des professionnels, qu'il y ait le logiciel à payer et qu'il y ait aussi le logement de l'établissement. Par exemple, là où j'étais, c'était à Paris, juste à côté du Bon Marché, donc on pouvait croire que c'était normal que ça coûte aussi cher. Mais même en comptant tout ça, je trouve que c'est trop cher. C'est-à-dire, en France, c'est rarement en dessous de 6 000 € par an, le prix des écoles. Après, on peut toujours trouver des écoles gratuites comme Estienne, mais le problème c'est que pour y rentrer, c'est super dur, parce que c'est super sélectif, et que comme c'est gratuit, bah presque tout le monde veut y aller. En fait, c'est un peu pareil partout, parce que même à Singapour, le prix des écoles c'est 25 000 $ singapouriens par an environ. Mais d'un autre côté, bah si on veut pas aller dans ces écoles d'animation, on est obligé de passer par le fait d'être autodidacte. Et commencer en tant qu'autodidacte, c'est vraiment compliqué. On n'a pas d'insertion professionnelle, alors qu'au moins dans les écoles, enfin, le professeur, comme c'est des professionnels et que l'école a des partenariats, elle nous donne une insertion professionnelle. Et là c'est cool parce qu'on peut facilement avoir du travail après. Mais même en prenant tout ça en compte, pour moi, les écoles, elles méritent pas leur prix, mais on n'a pas vraiment le choix d'y passer par là, enfin de passer par là quoi. Pour ce qui est de la difficulté des études dans le cinéma d'animation, oui, la difficulté est très élevée, mais oui, pour moi, c'est justifié. Alors, c'est justifié à partir du moment où il y a plein de nouveaux élèves qui veulent se mettre à l'animation et que les écoles aiment bien jouer sur les rivalités pour faire de nous des gens, des professionnels, quoi. Je trouve assez normal d'avoir un rythme quand même très élevé pour les élèves. Après, certains préfèrent carrément fonder leur propre studio à la fin de leurs études. C'est le cas récemment de Denis Do qui, après avoir fini son master à Gobelin, il a tout simplement décidé de faire son premier long métrage animé, qui s'appelle Funan. Il remporte même le cristal du long métrage du Festival international du film d'animation à Annecy en 2018. Et si tu ne sais pas c'est quoi le Festival d'Annecy, eh bien c'est l'un des plus grands événements mondiaux concernant l'animation, où plus de 11 000 professionnels se réunissent chaque année. Il y a des projections de films, des stands, etc. Et bien sûr des prix sont remis à certains films. Le cristal c'est le prix principal, le meilleur quoi. Donc ouais, on peut dire que ce mec a plutôt géré. Funan est sorti au cinéma le 6 mars 2019, je pense qu'il sera bientôt disponible légalement sur internet, donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Le cinéma d'animation est un secteur qui a de l'avenir. Chaque année, de plus en plus d'animés sont produits et les méthodes renouvelées. Et de manière générale, l'audiovisuel est tout de même un domaine en expansion. Avec les technologies actuelles, on passe la plupart de notre temps devant des écrans. Et c'est donc logique que l'animation faisant partie de l'audiovisuel soit lui aussi en pleine croissance. Cette vidéo est terminée, j'espère avoir pu vous transmettre un peu de ma passion pour le cinéma d'animation, tout en montrant son importance de nos jours. Et si j'ai pu en convaincre certains de s'y intéresser, ça serait vraiment une récompense pour moi. J'ai passé énormément de temps à réaliser cette vidéo, des semaines voire même des mois si on compte les recherches, mais ça a vraiment été un plaisir de la tourner. Je compte sur vous pour la partager un maximum. Faites découvrir le cinéma d'animation à vos proches. Mon Utip sera aussi en description, je vais pas trop m'attarder dessus, mais en regardant quelques pubs, vous pouvez m'aider à financer cette vidéo, comme par exemple le fait de rembourser une partie du micro que j'ai acheté. N'hésite pas en commentaire à toi aussi me faire part de ton avis sur le cinéma d'animation, je lirai tous les commentaires. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine.